Eh bien, nous vous emmenons ce week-end, samedi 23, dimanche 24, à Paris, dans un lieu mythique, la Parole errante, créée autour d'Armand Gatti, grand dramaturge, metteur en scène, réalisateur, et où se tient le salon du livre des lanceurs et lanceuses d'alerte. Alors, on va vous proposer une dizaine d'interviews, des petites vignettes, pour vous donner justement une idée de l'ampleur et des champs d'intervention de l'ensemble de ces lanceurs d'alerte qui, partant de leur profession ou pas, de leur position de citoyen, eh bien, documentent, interrogent et puis alertent soit des réseaux, bien évidemment, ou se constituent en réseau, soit des médias qui les suivent ou pas, dans ce qu'ils dénoncent et ce qu'ils révèlent surtout. Et on va les approcher pour qu'ils nous disent un peu les obstacles qu'ils rencontrent. Cette 5e édition, sans assistance, montre que c'est possible et à la portée de tous. L'espoir vient de ce salon est organisé sans gros moyens par quelques citoyens. L'espoir vient de ce que ce salon a lieu grâce à l'engagement individuel des intervenants et auteurs. C'est un salon qui s'appelle Des livres et l'alerte. C'est un salon du livre de lanceuses et lanceurs d'alerte. Et il s'appelle Des livres et l'alerte parce que les livres permettent de délivrer l'alerte. Et surtout, il permet de transmettre un message qui est délivrer l'alerte parce qu'il est injustifiable que des gens, pour avoir publié des informations qui sont graves pour l'intérêt général et qui demandent une réponse urgente de la société, que ces gens-là soient emprisonnés comme Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Rui Pinto, etc. On a plus d'une vingtaine de conférences sur tous les domaines, que ce soit le médicament, que ce soit le climat, que ce soit les pesticides, que ce soit le suicide et le travail, que ce soit les questions de la protection des lanceurs d'alerte, bien sûr. Donc on a 22 rencontres pour cette année, 75 intervenants et une centaine d'auteurs intervenants qui viennent en dédicace pour promouvoir le livre. Pourquoi? Parce que notre slogan, c'est « Passer de l'alerte à la lettre ». Donc je suis avocat depuis bientôt 40 ans, engagé depuis longtemps dans des grandes batailles internationales, grande partie de l'activité est en dehors de France. J'ai créé l'association Sherpa en 2001, qui est à l'origine de l'aventure des biens mal acquis. J'ai créé une nouvelle ONG qui s'appelle la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique il y a 2 ans et demi, PLAF. Et j'ai défendu des grands lanceurs d'alerte depuis plusieurs années. J'ai écrit les premiers articles il y a 15 ans pour lancer l'alerte justement sur le fait que c'était notre responsabilité collective de les protéger pour permettre d'assurer une meilleure intégrité, une plus grande probité dans l'action des responsables publics et privés. L'association Sherpa, je l'ai créée après avoir quitté la Fédération internationale des droits de l'homme dont j'ai été secrétaire général pendant plusieurs années, considérant que la question des nouvelles formes d'impunité liées au comportement d'un certain nombre d'acteurs économiques et que combattre ces nouvelles formes d'impunité complexes, mondiales, allait être le grand enjeu, le grand chantier du XXIe siècle. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'idée en 2007 de déposer une plainte en France considérant qu'il y avait de forts soupçons de financement illicite du patrimoine immobilier acquis par un certain nombre de chefs d'État africains, leurs clans, leurs familles. Et ça aboutit à une saga judiciaire absolument considérable et une première condamnation de M. Teodoro Obiang, le fils du chef d'État, du despote qui règne depuis plus de 30 ans en Guinée équatoriale. Et d'autres procès vont venir dans les prochains semestres. Alors, je suis Antoine Deltour et je suis principalement connu pour avoir été lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, donc une affaire d'optimisation fiscale au Luxembourg. L'objet de cette alerte des LuxLeaks, en fait, c'est les pratiques d'optimisation fiscale agressive au Luxembourg qui reposaient en grande partie sur des rescrits fiscaux qu'on appelait tax ruling, qui sont en fait des accords fiscaux, une décision fiscale anticipée approuvée par l'administration fiscale luxembourgeoise et qui servait de vernis légal à des pratiques qui en fait exploitaient toutes les failles permises par le droit fiscal pour ne quasiment pas payer d'impôts. Dans le dur et lequel gère
Jersey, il a pratiqué l'optimisation et l'évasion fiscale, et il raconte son expérience, comment il a décrypté ces mécanismes. Alors je m'appelle Maxime Renaï, j'ai 41 ans, j'habite entre les Vosges et la Franche-Comté, je suis originaire de Franche-Comté. J'ai travaillé de 2007 à 2012 dans les paradis fiscaux que sont Jersey dans les îles anglo-normandes et au Luxembourg, pour un cabinet d'avocats qui était le plus gros cabinet d'avocats de l'île, à Jersey, et ensuite au Luxembourg pour une banque d'investissement qui s'appelle State Street. En parallèle, assez vite, dès que j'ai commencé à travailler à Jersey, j'ai contacté les services secrets français, la DGSE, pour leur donner des informations sur les dossiers sur lesquels je travaillais ou qui passaient devant moi. Donc j'ai collecté énormément d'informations pour eux pendant 5 ans, et ensuite donc tout d'abord à Jersey, ensuite au Luxembourg. Et en fin 2011, début 2012, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans la finance et d'arrêter le partenariat avec la DGSE. Donc je travaillais mais gratuitement pour eux, pour me consacrer directement à aider les syndicats et les groupements de salariés dans la défense de leurs intérêts, donc en particulier dans des attaques juridiques. Donc moi je fais des investigations financières en analysant les comptes, les contrats, j'analyse les flux financiers qui partent dans les paradis fiscaux ou pas, peu importe, j'analyse les fraudes, et ensuite on utilise ce rapport que je fais avec les avocats pour attaquer soit au civil, soit au pénal, soit au prud'homme pour demander des dommages et intérêts ou pour essayer de mettre les patrons fraudeurs en prison. Parce que déjà le terme de paradis fiscal est obsolète au moment où on le dit. Un paradis fiscal est surtout un paradis judiciaire et un paradis bancaire. Donc il y a, les paradis fiscaux, leur définition évolue au fil du temps. Je me souviens au moment où j'avais fait l'appel de Genève avec les juges, Garçon, etc. C'était assez simple. On avait, je sais plus, je crois que c'est Balthazar Garçon, qui avait dénombré dans le monde, je crois que c'est 90 paradis fiscaux. C'est-à-dire, il y avait, je sais pas moi, l'île de Montserrat, Kitts, Nevis, Andorre, anglo-normande, etc. Et aujourd'hui, si on garde cette définition de paradis fiscal, bancaire et judiciaire, on voit que certaines places, par exemple la City, par exemple l'Autriche, par exemple l'Irlande, sont plutôt, ou même le Luxembourg, ont muté, sont devenus des paradis fiscaux plus pour les entreprises ou les sociétés. C'est plus des paradis judiciaires que des paradis bancaires. D'autres, comme Caïman, comme ou Singapour en ce moment ramasse la mise. Et donc, c'est avec le film qu'on fait avec Yannick, je ne sais pas si Yannick est là, qui s'appelle La très grande évasion, j'en dis un mot parce qu'on tourne en permanence autour de la définition du paradis fiscal et on essaie de comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans cet univers des paradis fiscaux, ou plutôt dans cet univers de la fraude fiscale. Et dans fraude fiscale, j'englobe l'optimisation fiscale, parce que évidemment, les gens qui ont beaucoup d'argent, les milliardaires, les gens qui essaient d'optimiser fiscalement leurs gains et leurs revenus sont... Là, on est entre nous, il y a les caches sont aussi des fraudeurs. C'est pas parce qu'ils jouent avec les lois, c'est pas parce qu'il y a une inégalité, c'est pour ça qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, vis-à-vis de l'impôt. Donc tout est organisé, réorganisé pour ne payer le moins d'impôts possible. Et plus on est riche, plus on est une multinationale, plus on est une entité, on va dire, transnationale, plus on se joue de l'impôt. Et plus on provoque, on produit de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, si on essaie de prendre du recul par rapport à la planète, on voit bien que, c'est pour ça qu'on fait le film, qu'on fait La très grande évasion, qu'à mon sens, si on hiérarchise les problèmes, le problème de la fiscalité, même si ça peut apparaître un peu barbare et un peu chiant, est le problème principal qu'a la planète, avant l'écologie, c'est-à-dire que les problèmes de réchauffement climatique, etc., sont le corrélat des problèmes de fiscalité. C'est pour ça d'ailleurs que le comité catholique contre la faim, ou que des gens un peu aguerris à ces questions se disent c'est très bien ce que fait Greta Thunberg et tout ça, mais la question fiscale, la question de la lutte contre les multinationales, et beaucoup d'écologistes en ont pris conscience, à commencer par Hulot au fil du temps, se disent c'est là-dessus qu'il faut se battre, c'est le terrain sur lequel il faut aller. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Et c'est ce droit de savoir qui est nié.
excusez-moi, comment tu vois la journée du 5? Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça peut être un moment bascule par rapport à je crois que c'est le moment de la pas moi qui vais dire de ne pas faire le 5, parce que j'avais appelé pour le 5 déjà, mais c'était pour février. C'est comme ça que tu avais été un petit peu médiatisé, non? Non, c'était avant. Je l'avais été avant, mais justement, je devais essayer de me servir de ça pour rappeler ça, parce que à la glace, parce que je sentais bien, moi je pensais que les manifestations de samedi avec une rapide de violence et tout, l'objectif court terme, juste arrêter le massacre, stopper ces réformes, la réforme de la retraite, la réforme de l'assurance chômage, les privatisations, ADP, Française des Jeux, barrage hydraulique, etc. Arrêter ça, et je pense que le seul moyen qui nous reste, c'est la paralysie de l'économie, avec le seul moyen légal de le faire, c'est la grève. Alors justement, Denis parle de la journée du 5, mais en aucun cas une grève générale sur une journée pour apporter quoi que ce soit. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, la plupart des secteurs stratégiques, les transports, avec RATP, SNCF, une partie des transports routiers, EDF également, le mot d'ordre c'est grève illimitée. Donc c'est à compter là vraiment du 5 décembre avec déjà des préavis qui sont posés pour la grève illimitée. Moi ce que je pense c'est que pour que le mouvement gagne et s'enracine, c'est qu'en fait tout le monde n'a pas besoin de faire grève. Ce qu'il faut c'est que les secteurs stratégiques fassent grève pour paralyser l'économie. C'est le cas. Pour l'instant, voilà. Ensuite on a EDF également qui annonce qu'il va couper l'électricité dans les bâtiments publics. Très bien, on a ça. Donc ensuite, il faut que tous les autres, ceux qui, je pense par exemple aux avocats, ils se mettent en grève, les avocats ça sert à rien, ils pénalisent leurs clients et eux-mêmes. C'est un pouvoir de nuisance très limité. Tu parles pour toi là. Non mais c'est toujours le même discours, on n'arrive pas à tenir les grèves, etc. Je veux dire, on n'a pas un pouvoir de nuisance. Donc je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans le cas des avocats, c'est-à-dire que le pouvoir de nuisance sur l'économie n'est pas impactant. Mais ce qui compte, c'est qu'on gagne la bataille de l'opinion publique. Il faut que les secteurs stratégiques qui eux sont en grève se sentent massivement soutenus, qu'ils soient soutenus à 70 ou 80% pour qu'ils mènent le combat, non pas pour leurs avantages catégoriels, mais qu'ils aient conscience qu'ils mènent le combat pour tout le monde, pour l'intérêt général, et qu'on brise le gouvernement. Voilà, on a un ennemi, il faut qu'on fasse front commun contre Emmanuel Macron et son gouvernement. En tout cas, moi je t'invite aux médias, on a 5-6 caméras qui vont tourner pendant toute la manif, et le soir on fait une émission live de 18 à 22h, parce que pour nous aussi, enfin, c'est un point d'orgue. Moi je pense vraiment qu'il ne faut pas louper c'est une fenêtre d'opportunité qui ne va pas se représenter, je pense, pour l'entrée de Macron. Si on veut lui briser son quinquennat et arrêter le massacre, c'est maintenant ou jamais. Non, mais oui, d'accord. Ce qui est important en fait, c'est de s'engager, c'est d'agir. Et après, bon, il y a des gens qui me disent que oui, ce que je fais, ça les intéresse, ça les passionne, ça les motive. Moi, plein de gens me remercient, mais je remercie aussi plein de gens pour ce qu'ils font. C'est important de remercier les gens parce qu'on est tous ensemble engagés pour un monde totalement humain et pour les droits sociaux, le droit de l'environnement, une vraie démocratie. Donc c'est ça qui compte, c'est l'urgence à s'engager dans la convergence des luttes. C'est comme un cri, c'est-à-dire que c'est un appel, c'est un cri à... Moi, ça m'est venu de mettre ça sur des grandes pancartes en carton-plume, de mettre des slogans parce que c'est un cri de révolte par rapport au cynisme de nos dirigeants, donc, qui nous considèrent comme des serpillères et qui nous marchent dessus. Donc on est obligé de se révolter, de marcher debout, d'être des peuples debout pour constamment lutter ensemble pour un monde meilleur et pour la justice sociale, l'environnement, la paix, la démocratie. Il y a urgence pour ça depuis toujours, mais encore plus maintenant. On rétablit l'ISF, mais on va investir à 100% toutes les sommes qui s'investissent dans l'économie, dans le capital des PME. Il y a le CICE, écoutez, ça coûte 40 milliards par an, il y a 20 milliards qui sont captés par les plus grandes entreprises de ce pays, qui distribuent 57 milliards de dividendes en 2018, qui en 10 ans ont supprimé 150 000 emplois en France pour en créer 230 000 à l'étranger. On va peut-être arrêter de financer ces très grandes entreprises et concentrer sur celles qui créent de l'activité en France, c'est-à-dire les PME, réserver le CICE aux PME.
Je m'appelle Denis Robert, voilà, je suis écrivain, journaliste et je viens de prendre la direction du Média TV qui est la plus grosse télévision sur Internet aujourd'hui avec des centaines de milliers d'abonnés, 250 000 abonnés sur YouTube, 200 000 abonnés sur Facebook et on produit 2 heures de programmes originaux par jour, le média.tv. Il y a eu une telle profusion d'affaires. En plus, la grande nouveauté par rapport à Clearstream ou aux affaires que j'ai sorties, c'est la fédération de journalistes ensemble, les consortiums, etc. Donc ça aide beaucoup. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est fiscalité, on peut très bien, quand on veut dénoncer des fraudeurs, etc., contacter le fisc, pas forcément la presse. Et même aujourd'hui, si on a le bon réseau, on peut même tirer bénéfice de certaines dénonciations quand il y a des grosses fraudes fiscales. Maintenant, quand on veut dénoncer des scandales, quand on est dans une multinationale ou des grosses boîtes, c'est à la fois... je crois que c'est vraiment un problème de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devient tellement insupportable pour la personne qui travaille dans la boîte que quand il se lève le matin, il est noué et donc il se dit le seul moyen de me sortir de ce piège, c'est d'en parler. Donc là, il peut en parler à un journaliste, il peut contacter un avocat ou il peut voir une association comme la Maison des lanceurs d'alerte, etc. On essaie de s'organiser. Alors il y a des histoires positives comme celle d'Antoine Deltour par exemple, et il y a des histoires plus dures comme celle de Karim Ben Ali que vous avez peut-être rencontré, qui lui est un lanceur d'alerte qui est plus difficile. La première difficulté, c'est la solitude, c'est-à-dire que moi j'avais mis la main sur des documents extrêmement incriminants pour ces pratiques fiscales, des documents très confidentiels. J'étais auditeur dans un des 4 grands cabinets d'audit, j'avais mis la main sur ces documents très confidentiels, j'avais démissionné et que faire de ces documents? Je peux déjà pas crier sur tous les toits que j'ai des documents d'intérêt public, je veux dire, c'est quand même, je suis pas censé les avoir, je suis pas censé les communiquer, donc c'est vrai que là il y a un peu une solitude dans la démarche et pourtant il faut chercher de l'appui parce que je suis pas moi-même fiscaliste, donc j'avais besoin de confirmer l'interprétation que je faisais des documents. Et après, la principale difficulté, ça a été les poursuites judiciaires, donc c'est-à-dire une fois qu'il y a eu un traitement médiatique, notamment par la ICIJ de ces documents, donc le Consortium international du journalisme d'investigation. Après, j'ai été inculpé suite à la plainte du cabinet d'audit qui m'employait et donc j'ai dû me défendre devant les tribunaux luxembourgeois de 5 chefs d'inculpation qui me faisaient encourir jusqu'à 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. Vous en êtes où de ça, par exemple, de ces procédures, c'est fini? Alors ces procédures judiciaires sont totalement terminées, j'ai été acquitté après un pourvoi en cassation au Luxembourg, acquitté tous les faits en rapport avec les LuxLeaks. Et du coup, cette alerte est maintenant totalement terminée, ce qui est quand même plutôt rare pour un lanceur d'alerte, ça se termine bien. Les obstacles en grande partie, c'est l'inertie qu'on peut rencontrer, que ce soit l'inertie dans les actions juridiques. Ça peut être par exemple un juge qui n'est pas suffisamment bien formé à la compta et malheureusement ils sont très nombreux en France, enfin ils sont immensément majoritaires. C'est la presse mainstream qui ne va pas relayer des sujets extrêmement importants en termes de fraude ou d'évasion fiscale. Donc c'est pour ça que maintenant je travaille énormément avec la presse alternative, par exemple la web télé, le média, prochainement peut-être Bastamag. Donc voilà, il faut avoir des stratégies pour lutter contre cette inertie. Moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir mon livre Là où est l'argent aux éditions Les Arènes, donc pour montrer l'envers du décor, mettre la lumière sur ce qui se passe dans les paradis fiscaux et comment les fraudes sont organisées. Et moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de procès, j'ai pas eu de conséquences. Quelque part presque les risques que j'ai pris le plus, c'était quand j'espionnais pour les services français. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a eu aucun procès de la part de hauts fonctionnaires français que je dénonce dans le livre, ou de milliardaires, ou de politiques. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et même s'il y en avait, il n'y aurait pas de problème pour autant. Quand on parle de dégagisme et du fait qu'on veut tout modifier, ils l'ont compris. Ils sont pas stupides, ils ont compris qu'on remet en cause la représentativité, le système politique dans sa globalité. Mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils le reconnaissent publiquement, puisque ça voudrait dire qu'ils remettent en cause et qu'ils remanient tout ça. C'est pas dans leur intérêt.
du plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, de projets d'aménagement dévastateurs pour l'environnement, des GAFAM, de l'agroalimentaire, de la pauvreté et des morts de la rue, de la surveillance de masse et de la reconnaissance faciale, de la destruction des nappes phréatiques et des ressources en eau. Pour parler des violences policières, nous aurions dû inviter les familles des lycéens et collégiens de Mantes-la-Jolie, à genoux, les mains sur la tête, filmés par des fonctionnaires de police qui ont publié cette vidéo sans être inquiétés. La famille d'Adama Traoré tuée dans une gendarmerie. La famille de Zineb Redouane tuée à Marseille par un tir de grenade alors qu'elle fermait ses volets au 4e étage. Celle de Rémi Fraisse tuée à Sivins par une grenade lancée par un gendarme. Les mutilés des manifestations loi travail ou de Notre-Dame-des-Landes. Nous aurions dû choisir une autre date. La liste est interminable de ce que nous aurions pu, aurions voulu ou aurions dû faire, et même de ce que nous n'aurions pas dû. Citer tous les thèmes et toutes les victimes nous empêcherait de parler des responsables. Pour autant, nous ne les oublions pas. La bonne nouvelle est que ce salon ne dure que 2 journées et demie et qu'il reste 362 jours pour corriger le tir, pour compléter et traiter d'autres sujets. C'est bien l'un des messages de ce salon. Il faut dire que depuis 15 ans, il y a eu un mouvement de soutien et de promotion des lanceurs d'alerte grâce à une grande vague citoyenne en France, à travers le monde, tout à fait extraordinaire. Ce salon en est l'illustration. Et ce mouvement citoyen a conduit, forcé les pouvoirs publics, le législateur à adopter progressivement un certain nombre de législations, la loi Sapin 2 récemment, en 2016, qui assure en France un niveau à peu près convenable de protection des lanceurs d'alerte. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut consolider la protection des lanceurs d'alerte, il faut l'élargir, en écho notamment avec la directive du 16 avril 2019, qui va plus loin et qui est plus moderne que la législation française. Et bien sûr, il y a une réflexion qui va être au cœur des débats aujourd'hui. Quelle doit être cette intensité? Jusqu'où il faut les défendre? Est-ce qu'il va falloir les défendre un jour, y compris s'agissant de lanceurs d'alerte, comme Rui Pinto, que je défends incarcéré à Lisbonne, lorsqu'il lance l'alerte en hackant des programmes informatiques, le soir chez eux, et hors toute relation, hors tout lien avec un quelconque employeur, c'est évidemment une question très complexe, très difficile, et je voudrais, en quelques mots, essayer de fixer avec vous les enjeux de cette exigence d'étendre l'intensité de la protection des lanceurs d'alerte. Donc on est aujourd'hui dans le prologue de la défense des lanceurs d'alerte. On en est à l'introduction d'une grande histoire qui ne fait que commencer. Et dans le domaine de la finance, en l'occurrence sur l'affaire LuxLeaks, le cadre réglementaire a évolué suite à l'affaire parce que il y a un échange automatique d'informations sur les tax rulings. Alors ça ne suffit pas à mettre un terme à l'optimisation fiscale en Europe, mais n'empêche ça a quand même permis de changer les choses. Et par contre, ce qu'on peut décrire, si on fait un peu quand même le panorama des cas des lanceurs d'alerte, c'est qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, une criminalisation croissante vis-à-vis de tout mouvement de contestation. Et on le voit sur les lanceurs d'alerte, mais pas uniquement. C'est-à-dire, on instrumentalise des procédures judiciaires, on place en garde à vue des gens qui n'ont rien fait de mal, uniquement pour les intimider. Donc c'est vrai que le pouvoir, quel qu'il soit, le pouvoir politique, mais les multinationales, jouent sur ce levier en misant sur l'autocensure des citoyens. Et je pense que ce serait la pire des erreurs d'y céder. Et d'après vous, ça se durcit par rapport à ce que vous avez connu Est-ce que vous en connaissez? C'est délicat à dire, mais je pense par exemple, en tout cas si on regarde les mouvements de désobéissance civile récents, on voit que ça conduit des militants tout à fait pacifiques et sans danger devant des tribunaux. Donc oui, il y a une forme de durcissement. Alors les choses bougent, c'est-à-dire que moi mon but c'est que le grand public soit de plus en plus formé et conscient de ce qui se passe. Et là-dessus je suis très positif, optimiste de voir que c'est le cas grâce notamment aux médias alternatifs, qu'on puisse partager ce genre d'informations. Et c'est la première étape tout simplement. C'est aussi, et c'est un peu ici, il y a beaucoup de choses. Les protocoles qui annoncent la situation.
On en profite par rapport à votre expérience et surtout la vue d'ensemble que vous avez. Est-ce qu'on n'est pas peut-être dans ce qu'appelait Guy Debord, hein, finalement, que des scandales le système capitaliste aujourd'hui, il s'est organisé avec. C'est-à-dire qu'il y a tellement de scandales que ça fait plus scandale. Qu'on est dans une société finalement peut-être de spectacle de scandales, et c'est pas du tout par cynisme que je vous dis ça. Tout le monde écrit des livres, ça permet d'amplifier, mais est-ce que ça change en 2019, vous qui avez ce recul, est-ce que vous voyez un changement dans les systèmes, par exemple financiers ou pas, de l'évasion fiscale? Est-ce qu'il y a un vrai changement structurel? Je suis en train de réaliser un film en ce moment qui s'appelle La très grande évasion sur les problèmes de fiscalité. Donc si j'y croyais pas, je ferais pas ce film. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Les prédateurs, des multinationales, des milliardaires contre des États. Quand je vois le travail que ça m'a demandé, c'est-à-dire avec Catherine Le Gall, on a passé quasiment 3 ans sur ce projet, et que le livre s'est vendu à 12 000 ou 15 000, vous avez raison, il y a la multiplication des scandales fait que un scandale efface l'autre, et on est véritablement dans une société du spectacle permanent, et la corruption, elle est autant dans les années 80, 90, quand on sortait des affaires, il y avait des mises en examen derrière, il y avait des réalités judiciaires derrière les scandales, mais aujourd'hui, la corruption est à la tête de l'État, c'est-à-dire que c'est même plus des individus corrompus, c'est un système de corruption permanent. Et la tête de gondole de ce gouvernement, à savoir Emmanuel Macron, a réellement été placée à la tête de ce pays par un certain nombre de multimilliardaires qui profitent du système. Et donc on ne peut même pas dire qu'ils sont corrompus, on peut dire qu'ils sont la corruption. Et ça, il y a des effets terribles sur la société, quoi, avec un appauvrissement, des inégalités qui n'ont jamais été autant creusées qu'aujourd'hui, quoi. Thank you.